journal sur la télévision togolaise. En voici les grandes articulations. Les leaders communautaires du Grand Lomé sont mis à contribution pour la réussite du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. À travers une formation, ils vont découvrir leur rôle dans le développement de leur quartier après les réalisations du programme. Vous avez envie de consommer des produits togolais, produits fruits des efforts des paysans de notre pays? Une seule adresse, la Maison des Paysans, ouverte officiellement ce matin à Lomé. Et puis le développement et la croissance de nos pays ne pourront se faire sans le soutien des nouvelles technologies. Et ces outils devront être intégrés à l'environnement bancaire et financier pour favoriser l'émergence de nouveaux services. Objectif du concours FinTech Challenge 2017 de Ecobank. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, le Conseil des ministres est réuni ce jeudi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe. L'essentiel du Conseil avec le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo. Bonsoir. Merci. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du jeudi 22 juin 2017. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 22 juin 2017 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Nyazingbe. Le Conseil a adopté un projet de loi et examiné en première lecture un autre projet de loi. Examiné et adopté 3 décrets. Écoutez cette communication, suivi un divers et une nomination. Au titre des projets de loi, le projet de loi adopté par le Conseil porte autorisation de ratification de l'accord portant création de l'institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques signé à Pretoria le 23 novembre 2012. Créée dans un contexte d'aggravation des catastrophes naturelles, la Mutuelle panafricaine de gestion des risques, ARC, a pour but d'aider les États membres à réduire les risques des pertes et de dommages causés par des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles qui affectent les populations africaines en fournissant des réponses ciblées aux désastres d'une manière rapide et avec des appuis financiers. Aussi est-elle dotée d'une compagnie d'assurance sur laquelle les États partis peuvent transférer leurs risques de catastrophes naturelles. L'adhésion de notre pays à cette mutuelle permettra au Togo de bénéficier des programmes de renforcement de capacité de l'ARC et de l'assistance financière en cas de survenance de catastrophes naturelles, ainsi que de l'accompagnement de l'institution dans la planification et la gestion prompte des risques de catastrophes naturelles. Le projet de loi, examiné en première lecture par le Conseil, porte sur l'avant-projet de code foncier et domanial en République togolaise. Au titre des décrets. Le premier décret adopté par le Conseil des ministres est relatif au contrôle technique automobile au Togo, en accord avec la directive numéro 16/2009 du 25 septembre 2009 de l'UEMOA. Ce décret renforce les dispositifs de contrôle technique des véhicules en cours dans notre pays en l'adaptant aux normes admises au sein de l'espace UEMOA. Il consacre la vérification périodique de l'état des véhicules mis en circulation dans notre pays sur la base de normes internationales ainsi que le modèle et le type de matériel adapté pour assurer les différents contrôles. Ce décret participe de la volonté du gouvernement togolais de réduire les accidents de la circulation et d'assurer le maximum de sécurité aux usagers de la route. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte institution d'un schéma de gestion de la sécurité routière au Togo. Prenant en compte l'augmentation constante des accidents de la circulation en dépit de la nette amélioration de l'état des infrastructures routières et en se basant sur les coûts socio-économiques importants de ces accidents sur le produit intérieur brut, le présent décret harmonise le schéma de gestion de la sécurité routière dans notre pays avec les dispositions en vigueur au sein de l'espace UEMOA. Le nouveau schéma, défini suivant une approche participative, prend en compte tous les secteurs concernés par la sécurité routière au Togo et prévoit un mécanisme d'évaluation sur la base des indicateurs internationalement reconnus en matière de sécurité routière. Le troisième décret adopté par le Conseil de ce jour est relatif à l'organisation des journées de purification au Togo. Les cérémonies de purification au Togo constituent une activité ponctuelle
et une initiative qui entre dans le cadre des actes symboliques. Ces cérémonies doivent permettre de promouvoir davantage l'esprit d'apaisement, de tolérance et de compréhension mutuelle au sein de la population togolaise et contribuer à la consolidation du climat de décrispation en prélude au programme de réparation engagé par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCROUN. Cette initiative s'inscrit naturellement dans le cadre du processus de mise en œuvre des recommandations de la CVJR et des actions de réconciliation menées par le HCROUN. La période du 3 au 9 juillet 2017 a été retenue par le HCROUN pour l'organisation des cérémonies de purification sur toute l'étendue du territoire national par les 4 grandes confessions religieuses, à savoir l'Église catholique représentée par la conférence épiscopale, l'Église évangélique représentée par le Conseil chrétien, le culte musulman représenté par l'Union musulmane et les cultes traditionnels représentés par le Bureau national des chefs traditionnels du Togo. Au titre des communications, la première communication conjointe présentée par le ministre des Mines et de l'Énergie et la ministre des Postes et de l'économie numérique est relative à la mise en œuvre de l'initiative présidentielle CISO. L'initiative présidentielle CISO a pour objectif de permettre à plus de 2 millions de Togolais d'accéder à l'électrification d'ici 2022 grâce aux kits solaires individuels payés de manière échelonnée via les porte-monnaies mobiles. Cette initiative ferait passer le taux d'électrification rurale de 7% à plus de 40% d'ici 2022. L'ambition de cette initiative présidentielle est de s'appuyer sur la vulgarisation de la téléphonie mobile et le modèle d'affaires innovant pour assurer massivement l'électrification en faveur des populations en milieu rural. Par ailleurs, afin que la mise en œuvre de ce programme soit plus efficace et afin d'accroître l'impact du secteur privé dans l'économie togolaise, la commercialisation des kits solaires individuels se fera par des acteurs privés. Le rôle de l'État étant de mettre en place les conditions pour un exercice efficace par les acteurs du secteur privé. Le coût global de l'initiative est estimé à environ 8,7 milliards de francs CFA, auxquels viendront s'ajouter un investissement privé de plus de 60 milliards de francs CFA pour électrifier 300 000 ménages, soit plus de 2 millions de personnes. Une phase pilote avec 20 000 kits sera lancée avant la fin de l'année 2017. La deuxième communication présentée par le ministre des Mines et de l'Énergie est relative à l'adhésion du Togo à l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale, ASI. Cette initiative lancée par le président de la République française et le Premier ministre indien le 20 novembre 2015 lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence des parties édition 21 COP21 vise à faciliter et à accélérer le déploiement de l'énergie solaire dans 121 pays. Les objectifs de cet accord cadre étant en conformité avec la vision du gouvernement togolais de faire de la promotion des énergies renouvelables une des solutions dans la desserte des populations rurales. Le Conseil a instruit le ministre des Mines et des Affaires étrangères d'enclencher les processus d'adhésion du Togo à cette initiative. La troisième communication relative à la défense de l'État devant les juridictions a été présentée par le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Géré actuellement par un groupement de 3 cabinets, il apparaît de plus en plus un déficit dans le suivi de l'ensemble des dossiers dans lesquels l'État togolais est impliqué. Face à ces difficultés, le Conseil a instruit le ministre chargé de la Justice d'engager des réflexions devant aboutir à la création d'une agence judiciaire devant représenter l'État dans les instances juridictionnelles tant au plan national qu'international. La quatrième communication présentée par le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République est relative à la grève des greffiers du Togo. Avec son collègue de la fonction publique, ils ont rendu compte au Conseil des échanges qu'ils ont eus avec le syndicat national et l'Association nationale des greffiers du Togo afin de mieux appréhender les préoccupations et doléances exprimées et d'expliquer en retour les considérations et les facteurs qui déterminent la position du gouvernement à propos de la question des statuts particuliers ou spéciaux de manière générale.
Ainsi, tout en réaffirmant sa disponibilité et sa volonté à examiner les questions tendant à l'adoption de ces statuts au cas par cas. Et lorsque des spécificités et particularités des cadres ou corps des agents ou personnels visés le justifient, le gouvernement a été amené à retirer le projet de loi précédemment soumis à l'Assemblée nationale sur la base de l'article 90 alinéa 2 de la Constitution. Les discussions vont se poursuivre avec les greffiers. La cinquième communication présentée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine est relative à la préparation de la 4e session de la commission mixte permanente de coopération Togo-Ghana. En application du point 4 du communiqué conjoint sanctionnant la visite officielle que son Excellence Nana Akufo-Addo a effectuée dans notre pays du 2 au 4 mai dernier, les ministres des Affaires étrangères togolais et ghanéens ont convenu de tenir au cours de la dernière semaine du mois de juillet 2017 la 4e session de la commission mixte permanente de coopération entre le Togo et le Ghana. Cette rencontre permettra aux deux gouvernements de revisiter les différents points du procès verbal sanctionnant les travaux de la précédente session et de prendre des engagements nouveaux afin de parvenir à des accords bénéfiques pour nos populations respectives. La 6e communication présentée par Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation est relative aux opérations d'assistance aux sinistrés des inondations dans le Grand Lomé. Les pluies de ces derniers jours ont provoqué des inondations dans certains quartiers du Grand Lomé. Dès le 16 juin 2017, des dispositions urgentes ont été prises par le gouvernement en vue d'évaluer l'ampleur des dégâts et de recenser les sinistrés. Des équipes interministérielles ont été constituées et déployées sur le terrain dans les 9 quartiers affectés par les inondations. Au total, 534 ménages, soit 2704 sinistrés, ont été recensés. Pour aider ces populations sinistrées à se relever du choc et des dégâts causés par les inondations, des opérations d'assistance se sont déroulées les 17 et 18 juin 2017. En termes d'assistance, au total, près de 27 tonnes de maïs, 14 tonnes de riz et 3720 litres d'huile ont été distribués. Par ailleurs, une assistance financière a été apportée aux ménages sinistrés. Au cours de ces opérations d'assistance, les ministres sur le terrain ont exprimé aux sinistrés la compassion du chef de l'État, du Premier ministre et du gouvernement. Le Conseil exhorte l'ensemble du gouvernement et de la population à demeurer vigilants durant toute la saison des pluies. La 7e communication présentée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie est relative à une offre de stage de formation et d'assistance du gouvernement japonais. Le Conseil se félicite de l'excellence des relations entre le Togo et le Japon et salue ces opportunités offertes pour des formations de haut niveau. Au titre divers, les 4 et 5 juin 2017, la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenue à Monrovia, au Libéria. Au cours de ce sommet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu par ses pairs président en exercice de la CEDEAO pour les 12 mois à venir, au vu de ses qualités de négociateur et d'écoute de son peuple et des peuples du continent et de sa volonté affichée de lutter contre l'insécurité en Afrique. Unanimement, le Conseil a adressé ses admirations au chef de l'État et l'a assuré de la détermination du gouvernement à jouer, à ses côtés, sa partition pour réussir son mandat en vue d'une meilleure intégration des peuples dans les 12 mois à venir. Ce qui permettra au peuple togolais africain de voir que les lignes ont bougé sous sa présidence. Au lendemain de son élection, le chef de l'État s'est rendu à la frontière terrestre Togo-Ghana pour se rendre compte des préoccupations des populations et prendre des mesures énergiques afin d'apporter des solutions à des manquements graves constatés. Au titre de nomination, le Conseil a procédé à la nomination du directeur général du centre hospitalier universitaire de Kara. Fait à Lomé, le 22 juin 2017, le Conseil des ministres. Et je vous donne lecture du décret pris en Conseil des ministres ce jeudi.
Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Komi Amanga, médecin interniste, est nommé directeur général du centre hospitalier et universitaire CHU de Kara en remplacement de monsieur Manisibotom PPI. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Et toujours au palais de la présidence de la République ce jeudi, le chef de l'État fort Esozimna Nyazingbe a d'abord conféré ce matin avec le coprésident de la société Bibox, M. Mansour Hamayoun. La société Bibox est l'un des leaders africains dans la production de l'énergie solaire. Il est venu donc échanger avec le président de la République sur le projet CISO que le Togo a initié pour l'électrification rurale. Sa société Bibox participera donc à la réalisation de ce projet qui va permettre d'électrifier près de 300 000 foyers dans le pays. Nous écoutons le patron de Bibox à sa sortie d'audience au micro de Arnaud Kilip. Bibox est un leader africain dans l'off-grid solaire et très content de pouvoir participer à l'initiative qui a été lancée par le président de la République et qui permettra d'électrifier près de 300 000 foyers au Togo. Bibox souhaiterait remercier son Excellence le président de la République togolaise pour cette initiative et pour la facilité, le soutien afin donc d'électrifier les zones rurales du Togo. Et le président de la République a ensuite échangé en début de soirée avec Dr Mohamed Ibn Chambas, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Monsieur Chambas est venu rencontrer le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence fort Esozimna Nyazingbe, pour faire le point avec lui sur la situation sécuritaire dans l'espace et surtout recueillir ses orientations afin de renouveler les défis et instaurer une paix durable dans la zone. Nous écoutons l'émissaire du secrétaire général de l'ONU à sa sortie d'audience, toujours au micro de Arnaud Kili. Je suis venu voir le président, échanger avec sur le président de la République sur la situation ouest africain, parce que, comme vous savez, le président vient d'être élu président en exercice de la CEDEAO et en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, ça sera utile de temps en temps de venir échanger avec le président en exercice de la CEDEAO. Et surtout comme la semaine prochaine, je vais faire un briefing au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation politique sécuritaire dans l'espace ouest africain sahélien. Donc également, on a échangé sur la situation et surtout le défi sécuritaire qui face le pays, le peuple de le Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis vraiment satisfait de l'engagement de Monsieur le Président de travailler avec ses pairs, avec ses collègues pour faire face à tous ces défis dans le Sahel avec les violences, l'extrémisme, avec le djihadisme, avec le Boko Haram dans la région de le bassin de lac Tchad, et aussi continuer de consolider le processus de la paix, la stabilité et la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et toujours dans l'actualité ce jeudi, la suite des questions orales au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale. 2 membres du gouvernement étaient devant les élus du peuple. Les ministres Urokura Gadazi de l'Agriculture et Bernadette Legezim Balouki du Commerce.
Le premier, le ministre de l'Agriculture, a été interpellé sur la gestion des intrants agricoles, la mission et le fonctionnement de l'ANSAT, Agence nationale de sécurité alimentaire au Togo. Et Madame la ministre du Commerce avait à s'expliquer aux députés, donc sur l'augmentation des prix des produits pétroliers ainsi que la nature juridique du comité chargé de l'importation des produits pétroliers dans notre pays. Et c'était lors de la 9e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Nous reviendrons en détail sur cette plénière dans nos prochaines éditions. Dans le contexte de l'exécution du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, les leaders communautaires du Grand Lomé les leaders communautaires sont donc en formation depuis ce matin à Lomé. Et cette rencontre est axée sur leur participation, la participation des comités de développement à la base et surtout de la chefferie au développement de leur quartier dans la réalisation des objectifs du PUDC. Les précisions avec ce reportage de Gérard Lagoudou. Cette rencontre initiée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, HANADEB, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, est destinée aux leaders communautaires du Grand Lomé. Elle s'inscrit dans le processus de mise en œuvre du PUDC, projet d'urgence pour le développement communautaire, qui vise à améliorer les conditions d'accès des populations aux infrastructures et équipements socio-économiques de base. Modules de formation, élaboration, gestion et pérennisation des micro-projets, plaidoyer pour la mobilisation des ressources, prévention et gestion des conflits. Il y a des chefs de quartier qui sont invités, les chefs de canton sont également là. Je pense que c'est ensemble que nous allons fédérer toutes nos énergies et tous nos relents pour que le développement à la base soit une véritable réalité au niveau du Grand Lomé. À ce jour, peut-être la composante liée aux infrastructures a bien démarré. Vous allez constater sur le terrain que tout ce qui touche les pistes communautaires, les projets liés à la santé, à l'éducation, à l'électrification rurale, à l'hydraulique, tous ces secteurs d'activité ont démarré. Et nous avons pensé qu'il va falloir peut-être former les populations qui devraient s'occuper de la gestion, de l'entretien, de la maintenance, pour qu'elles aient les capacités de pouvoir gérer ces infrastructures qui leur seront transférées sous peu. Une satisfaction pour la ministre Victoire Tomenga Dogbe en charge du développement à la base. Elle a invité les participants à bien cerner la notion du développement à la base et en faire large diffusion au sein de leur population à la base. Dans un processus de développement à la base qui est un processus participatif et inclusif, chaque membre de la communauté a une force. Chaque membre de la communauté peut apporter quelque chose à la réponse à la question du développement. Donc pour nous, hommes, femmes, jeunes, tous doivent être organisés, mobilisés pour pouvoir apporter des réponses. Donc nous pensons réellement que dans cette dynamique-là, il y a un besoin d'organisation, un besoin de mobilisation et un besoin de bien définir les rôles et les missions de chaque membre de la communauté, de chaque acteur. Cette rencontre est la première phase du lancement des travaux de renforcement des capacités des leaders communautaires au Togo. Elle s'étendra dans les autres préfectures. On l'a donc compris, le succès du PUDC incombe également aux communautés et responsables de quartier. Ils sont appelés à une bonne gestion, à l'entretien et à la maintenance des ouvrages réalisés. Et c'est un impératif et un devoir pour chaque acteur de la vie nationale de participer à l'atteinte des objectifs assignés au PUDC. Joseph Amigan. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC est l'un des volets de la stratégie pour la croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Cette initiative gouvernementale, lancée en 2016 par le chef de l'État, avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, affiche déjà toute une série de réalisations. Pistes rurales, écoles, dispensaires, marchés, électrification, eau, des réalisations socio-économiques de base qui font la fierté des populations à la base, cible même de cet ambitieux programme appelé à répondre aux attentes des couches vulnérables. Il s'agit pour les plus hautes autorités togolaises d'améliorer de manière significative l'offre des services sociaux de base et d'impliquer les populations dans le développement économique et social de leur localité.
La priorité est aussi d'accompagner les populations dont les quartiers, villes et villages sont dotés de nouveaux équipements publics. 22 communautés sont bénéficiaires à Lomé et à l'intérieur du pays, avec un budget conséquent, 258 millions de dollars, soit 155 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans. Et ce n'est que la première phase. L'implication des communautés et responsables des quartiers ouvre la voie au succès de ce programme et c'est l'autre initiative que le gouvernement et le PNUD entendent relancer. Cette campagne d'information et de formation est un impératif dans l'atteinte des objectifs assignés au PUDC, qui fait aussi de l'entrepreneuriat rural un moteur de développement et de croissance. Les communautés sont donc appelées à une bonne gestion, à l'entretien, à la maintenance des ouvrages réalisés. C'est donc un appel aux valeurs civiques et citoyennes afin d'assurer le succès du PUDC. Le patriotisme de chaque Togolais et de chaque acteur de la vie nationale est ainsi sollicité. Le Togo abritera dans les prochains mois la rencontre AGOA 2017. Les femmes membres de AWEP Togo, entendez African Women's Entrepreneurship Programme, s'impliquent dans l'organisation pour la réussite du dit forum. Et l'association a réuni à Dapaon pour le compte de la région des Savanes des producteurs et entrepreneurs pour une séance de sensibilisation sur l'importance et surtout les objectifs de ce rendez-vous de haut niveau. Les précisions avec Désiré Aloy sur place. Des femmes leaders membres de AWEP Togo African Women's Entrepreneurship Programme en campagne pour le forum AGOA African Growth Opportunity Act, une loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Le Togo s'honore d'organiser le forum AGOA 2017, 16e édition, qui va rassembler les acteurs institutionnels et gouvernementaux du secteur privé, des AWEP, la société civile, défenseurs des acquis économiques. Un cadre de discussion, d'échange et d'encouragement dans l'entrepreneuriat pour relever donc tous les défis. Dapan lance à l'intérieur le processus de mobilisation des producteurs, les sensibiliser sur les exploitations sous AGOA et la réussite de la rencontre de Lomé. AWEP est une organisation féminine qui fait partie de l'AGOA. Donc AWEP est membre de l'AGOA et nous sommes venus pour préparer justement ce forum-là. Et Dapan est la première ville qui a été, c'est-à-dire qui commence le roadshow. Le roadshow, pourquoi? C'est le show de la route où on vient parler d'AWEP, on vient parler d'AGOA, on vient parler de nécessité de se mettre ensemble pour profiter de toutes ces opportunités-là. Donc aujourd'hui, nous sommes à une formation de sensibilisation. On va parler des normes, c'est très important. Par exemple, vous faites un produit, vous l'étiquetez bio. C'est vous qui l'avez étiqueté bio. Mais est-il vraiment bio? Donc, il y a des organismes chargés de donner une certification et aussi pour établir une base de données fiable. Nous voulons faire un recensement. Qui fait quoi? Que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'artisanat. La rencontre AGOA au Togo reste un défi noble à relever. De plus en plus, les producteurs togolais innovent, créent et cherchent à commercialiser leurs produits. Un groupement et une réflexion sur une plateforme technique devient nécessaire, un objectif à atteindre. Je vous le disais également en titre hier, les finalistes au concours du jeu EcoBank FinTech Challenge 2017 se sont retrouvés à Lomé pour présenter leurs différents produits. Et sur 20 candidats, 3 ont été primés. C'est une innovation de la banque panafricaine EcoBank pour élargir ainsi le champ des nouvelles applications de transactions plus faciles et rapides dans le développement économique des pays africains. Viviane Souvi et Sylvain Abdou pour des précisions. Le groupe EcoBank évalue dans cette mini-foire de l'innovation technologique les produits et les performances des lauréats au jeu concours EcoBank FinTech Challenge 2017. Ces produits sont de nouvelles applications créées par des jeunes innovateurs pour améliorer les opérations financières et bancaires. Devant le jury, les finalistes décrivent et défendent ici la nature de leur application, son avantage en matière de transactions financières et surtout dans le développement économique des pays africains. Une compétition à l'issue de laquelle 3 ont été primés.
Le premier, c'était un programme pour les commerçants d'accepter le paiement, par exemple Visa, Mastercard, mais sans Internet. Le deuxième, c'est un moyen de prendre les prêts en moins de 5 minutes. Et le troisième, c'est une appli pour faire un transfert entre personnes avec un message. Is a solution, a mobile point of sale. C'est une application de gestion, c'est une solution que nous avons décidé d'apporter à la banque. Au niveau des achats de marchandises, on a la possibilité facilement de sélectionner tout ce qu'on peut acheter, donc de produire un bilan, de choisir le mode de paiement, si on veut le faire par carte ou par cash ou par mobile money. These big supermarkets and you see that huge cash register. Les lauréats viennent de 7 pays d'Afrique. La vision pour le groupe Ecobank est d'élargir l'environnement et le climat des affaires à travers des opérations plus fluides et rapides via des téléphones mobiles. Ce jeu consiste également à stimuler la recherche au niveau des jeunes en matière de technologie et susciter en eux le développement et la croissance économique. Une démarche partagée par la ministre Sina Lonson des Postes et de l'économie numérique. Ces jeunes sont venus avec des projets extrêmement innovants dans le domaine des TIC, notamment les TIC et le secteur bancaire, ce qu'on appelle la FinTech. Je suis très enthousiaste, je vois et nous voyons tous que ces jeunes ont beaucoup d'avenir, que l'Afrique et l'innovation en Afrique, notamment dans le domaine bancaire, se porte bien. Cette politique, telle qu'envisagée par le groupe Ecobank, va également permettre d'atteindre 100 millions de clients d'ici à 2020. Ce jeu est donc pour cette institution financière une des plus grandes initiatives d'accès universel en Afrique qui appelle à plus d'innovation au-delà de tout système. Je vous donne à présent lecture de cette décision de l'ARAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, vu la Constitution du 14 octobre de 1992, vu le récépissé de déclaration de parution numéro 1083, délivré au magazine Maranatha. Considérant le communiqué de la HAC en date du 19 avril 2017 relatif à l'audition de l'évangéliste Afolabi Habib Bart, directeur de publication du magazine Maranatha, suite aux violations répétées des règles déontologiques et professionnelles consécutives aux attaques entre pasteurs par médias audiovisuels interposés. Considérant qu'au cours de l'audition, l'évangéliste Afolabi Habib Bart s'est engagé à mettre un terme à cette campagne de dénigrement contre les confrères et à manifester sa disponibilité à œuvrer à la création d'une autorité qui veillera à l'éthique religieuse. Considérant que dans son communiqué en date du 19 avril 2017, la HAC avait rappelé la nécessité du respect scrupuleux des dispositions légales et à nouveau, saisi cette occasion pour adresser une sévère mise en garde à tous ceux qui utilisent leurs organes et médias pour provoquer, insulter, maudire ou régler des comptes personnels. Considérant que la HAC avait réaffirmé sa détermination à appliquer les sanctions idoines si de nouveaux propos diffamatoires ou injurieux venaient encore à être proférés sur les médias, considérant que dans sa parution numéro 3 du volume 21, le magazine Maranatha a dans ses rubriques chroniques et plein feu aligné une série de photos choquantes, d'affirmations qui violent les règles de déontologie, de confraternité et les termes du communiqué du 19 avril dernier. La HAC a interpellé lors de sa séance plénière de ce jeudi 22 juin 2017 l'évangéliste Afolabi Habib Bart, directeur de publication du magazine Maranatha, pour relever les manquements professionnels graves de la parution. Considérant qu'au cours de l'audition, l'évangéliste Afolabi n'a pu convaincre de la pertinence de ses écrits, tout en reconnaissant n'avoir pas respecté l'engagement qu'il a pris au cours de l'audition du 19 avril dernier. En conséquence, la haute autorité, après en avoir délibéré en séance plénière ce jeudi, décide. Article 1er.
Une mise en garde contre le magazine Maranatha. Article 2. La présente décision est notifiée au directeur de publication du magazine Maranatha. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature est rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 22 juin 2017, le président de la HAC. La suite de cette édition a une nouvelle structure de promotion des produits agricoles locaux vient d'ouvrir ses portes officiellement à Lomé, la maison des paysans. C'est une vitrine où sont exposés des produits agricoles du terroir et sur place, vous pouvez même consommer de petits plats, mais 100% togolais et 100% bio. La maison des paysans a donc été inaugurée ce jour à Lomé. Le compte rendu de la cérémonie avec Clarisse Atikle. Les produits agricoles locaux ont désormais un espace de promotion. La maison des paysans créée pour mieux présenter ses produits et organiser leur distribution. Ici, producteurs, transformateurs et consommateurs pourront se rencontrer et échanger. C'est une très bonne opportunité pour nous et nous devons la saisir pour que notre produit puisse être assez visible, que le Togolais puisse être conscient que les bons produits sont faits au Togo et des produits de très bonne qualité. Et donc, nous proposons un bouillon qui est naturellement sain avec des ingrédients qui apportent des valeurs très nutritives. Aujourd'hui, les producteurs togolais ont du mal à exposer dans les grandes surfaces que nous appelons les supermarchés et autres. Parce qu'ils sont d'abord, ces grandes surfaces exigent beaucoup de choses et beaucoup de quantités qu'ils n'arrivent pas encore à avoir. Donc en attendant d'avoir ces quantités, nous leur donnons cette plateforme pour qu'ils viennent exposer, pour qu'ils produisent, pour qu'ils montrent d'abord ce qu'ils savent faire. Et en ce moment, dès qu'ils commenceront pas à être visibles, il y aura des accompagnements et ainsi ils pourront aller dans des grandes surfaces et pourquoi pas exporter leurs produits. La maison des paysans se présente donc non seulement comme un centre d'animation et d'échange, mais également comme une boutique de vente des produits agricoles du terroir transformés et emballés. Elle se veut également une plateforme de développement de l'entrepreneuriat agricole pour résorber le chômage et en même temps mettre à la disposition des consommateurs des produits sains dont on peut assurer la traçabilité. La maison des paysans va faire un plaidoyer au niveau d'abord des pouvoirs publics, la présidence, les ministères, pour que les produits transformés togolais ou l'ensemble des produits togolais figurent au minimum à 50% lors des réceptions. Il est aussi évident aujourd'hui que la consommation des produits importés, qui ne sont pas souvent contrôlés, constitue une cause de santé publique dans notre pays. Par conséquent, il faut que les médias, tous les relais possibles puissent faire la promotion de la nécessité de consommer togolais. Le troisième élément, c'est que nous devons accompagner les paysans qui ont des revenus très faibles à trouver à leur endroit des partenaires, que ce soit locaux ou internationaux, pour vendre leurs produits à des prix plus intéressants. Des liqueurs au vin en passant par des riz 100% togolais naturellement parfumés et des farines de toutes sortes, bref, tout ce qui entre dans l'alimentation quotidienne est exposé à la maison des paysans. Sur place, on peut même manger de bons plats 100% togolais accompagnés de boissons produites au Togo. La Millennium Microfinance renforce l'accès de ses clients au crédit. Elle vient d'obtenir son Assemblée Générale Ordinaire exercice 2016 cette année et les résultats se sont révélés satisfaisants. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Yasmine Kodia. Les microfinances, un secteur en pleine croissance au Togo. Grâce à ces institutions financières, les individus à faible revenu ont de plus en plus accès aux services financiers de base. Parmi elles, la Millennium Microfinance. 8 ans après sa création, elle compte déjà de 17 000 adhérents à la disposition desquels elle met des produits adaptés à leurs besoins. Ici, elle observe une pause pour faire le point du chemin parcouru. Évaluer les forces et faiblesses après l'exercice de 2016. L'exercice 2016 est une année vraiment satisfaisante pour notre institution, étant donné que notre résultat a vu une croissance de 35% par rapport à l'année dernière. Et également,
la croissance au niveau des membres. On a passé de 13 000 membres à 17 000 membres. Ça prouve que de plus en plus la population togolaise fait confiance à notre institution et adhère à notre institution. Nous sommes en partenariat avec EcoBank sur la distribution, la vente des cartes Visa. Donc ça permettra à nos membres de pouvoir faire charger leur compte. S'ils ont de l'argent sur leur compte, on peut lier leur compte à la carte et ça permettra à ce qu'ils auront la disponibilité sur leur carte et ils peuvent aller sur le guichet EcoBank, faire le retrait à 0 francs sur le guichet EcoBank et sur les autres guichets, y compris le guichet Jum au Miwa, ils peuvent faire les achats dans les supermarchés et ils peuvent utiliser ces cartes également à l'extérieur du pays. La loi exige que les comptes soient faits 6 mois après la clôture de l'exercice. C'est à cet exercice que Millennium se consacre ce matin. C'est bien d'informer les membres pour que les membres sachent tout ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. La Millennium Microfinance fait également partie des 26 partenaires du Fonds national de la finance inclusive. Nous avons au total 26 prestataires de services financiers partenaires dont fait partie la Millennium Microfinance et leur contribution au terme des 3 premières années d'activité a permis à la finance inclusive de pouvoir toucher un peu plus de 718 000 bénéficiaires et faire un peu plus de 450 000 renouvellements de crédit. Cette rencontre annuelle a également permis à l'institution financière de définir de nouvelles orientations pour satisfaire les besoins de financement des activités génératrices de revenus de ses membres. La Millennium Microfinance a un taux de pénétration de 79%. Elle dispose aujourd'hui de 4 agences et investit aussi dans la formation en gestion et en tenue de compte de ses membres. C'est l'heure de retrouver notre ami du jeudi, Claude Dama, pour la page des sports. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Anita. Les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya 2018 démarrent le 16 juillet prochain et les éperviers locaux recevront les écureuils du Bénin. Justement, Anita, c'est pour bien préparer cette rencontre que les éperviers locaux ont commencé leur séance d'entraînement depuis lundi. Et nous les avons suivis. Des précisions avec Martin Sandani Mankoubi. Deux semaines de pause et les éperviers locaux retrouvent la pelouse du stade de Kégué pour les séances de mise en forme avant d'affronter les écureuils locaux du Bénin pour le match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya 2018. Sous la conduite de leur entraîneur à Balodossé, ils ont eu à effectuer plusieurs ateliers. Oui, c'est bien parti parce que dans quelques jours, on aura le match contre le Bénin, donc il faut se préparer. Donc aujourd'hui, on a repris les entraînements. Cette semaine, on va beaucoup travailler et pour pouvoir, parce que la semaine qui vont suivre après, il y aura des matchs amicaux, donc on n'aura pas le temps de s'entraîner comme il faut. Donc cette semaine, on va vraiment bien pousser. Moi, c'était le premier match amical contre le Burkina, mais pour l'instant, on est en train de caler la date. Après le week-end qui suit, on a encore un match contre soit le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Et après, ce sera le Bénin. Rendez-vous est pris le 16 juillet au stade de Kégué pour la confrontation avec les écureuils. Oui, Anita, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Samedi, nous serons au rendez-vous de sport et de danse. Aujourd'hui, la page des sports est brève. Nous reviendrons jeudi prochain. Inch'Allah. Vous voulez découvrir de meilleures armes pour éduquer vos enfants, ou plutôt comment éduquer les enfants autrement et surtout sans violence? Les réponses à partir de 21h dans l'émission Jeudi Femmes avec Lys Diamier et ses invités. Adolphe Paca vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.